La poussière de Fowridge avait un goût particulier, amer comme de la poudre à canon usée, sèche comme des os anciens. Eleanor connaissait ce goût depuis 3 jours, depuis que la diligence l'avait laissée à la lisière de cette ville oubliée, avec pour seul bagage un sac en tapis et une promesse devenue cendre. La promesse était simple, voyager vers l'ouest, rencontrer Samuel Morrison, l'épouser et s'occuper de son domaine. Elle avait tout vendu dans l'Ohio pour cette ferme, serrant ses lettres qui parlaient de bonne terre et d'eau claire. Mais Samuel Morrison était introuvable, il n'y avait qu'un terrain vide et des habitants qui haussaient les épaules lorsqu'elle demandait après lui. Parti depuis 2 mois, peut-être 3 maintenant, répondait-il. Eleanor se mêla à la foule sur la place du village, attirée par la même curiosité morbide qui poussait les gens aux pendaisons ou aux courses de chevaux. Mais ce n'était ni l'un ni l'autre. Au centre, une cage de fer se dressait comme un monument à la peur. 8 pieds de haut, 6 de large, des barreaux épais comme un poignet d'homme. À l'intérieur, une silhouette immobile, les genoux repliés, la tête basse, des chaînes liant ses poignets au sol. Même à 6 mètres de distance, Eleanor pouvait voir les lourdes chaînes et les menottes. « Depuis combien de temps est-il là » demanda un nouveau venu. « 3 semaines jusqu'à mardi, » répondit quelqu'un. Le shérif Bradley le garde jusqu'à l'arrivée du juge du circuit. Qu'a-t-il fait? Il a tué un homme dans les montagnes, peut-être plus d'un. Il a perdu la raison après ce qui est arrivé à sa famille. Eleanor s'approcha, le soleil de fin d'après-midi frappant impitoyablement, faisant cuire la cage comme un four. L'homme à l'intérieur n'avait pas bougé, ses vêtements étaient déchirés et poussiéreux, pendant sur un corps autrefois robuste mais affaibli par la captivité, ses cheveux sombres emmêlés tombant sur ses épaules. Pourquoi le garder ainsi, comme un animal? Demanda-t-elle à voix haute. Une femme à côté d'elle souffla. Parce que c'est ce que les gens croient, il vivait dans une grotte et n'a pas parlé depuis des années. Quand ils ont essayé de le ramener paisiblement, il a résisté. Eleanor examina l'homme de plus près. Son immobilité n'avait rien d'animal. Elle était contrôlée, délibérée, comme une statue sculptée par le chagrin. Le shérif Bradley fit disperser la foule, mais Eleanor resta. Elle avait déjà connu la cruauté, son père et son mari défunt en étaient des exemples. Cet homme n'avait aucune dureté dans le regard ni propension à la violence, il semblait brisé, résigné. Mahem, avancé, ordonna le shérif. « Est-il nourri? A-t-il de l'eau » demanda Eleanor. « Bien sûr, » répondit-il, agacé. Mais Eleanor avançait déjà vers la cage. L'homme ne leva pas la tête. « Quelle est sa véritable faute » demanda-t-elle au shérif. « Il a tué Tom Garrett, » répondit-il, trouvé sur le corps, le sang sur les mains. Eleanor observa les mains de l'homme, celles-ci portaient les marques du travail, pas de la violence. Que allait-il lui arriver? Le juge le pendrait sans doute, d'autres en réclamaient pire. Eleanor sentit un froid s'installer dans son ventre, elle avait fui une injustice pour en trouver une autre. Elle sortit de son sac son dernier objet de valeur, son alliance, non par sentiment mais comme assurance. « Shérif Bradley, » dit-elle, la voix ferme, « je veux vous faire une proposition. » Elle montra l'anneau, la lumière y jouant sur leur terne. Cet homme a besoin de quelqu'un pour parler en son nom, pour prendre la responsabilité de sa vie. Je suis prête à l'épouser. Le silence s'abattit sur la foule, puis des rires et des moqueries éclatèrent. Mais Eleanor resta, ayant affronté pire, et leva le regard vers l'homme dans la cage. Ses yeux gris reflétaient une douleur profonde. « Je suis saine d'esprit, » déclara-t-elle. « Cet homme mérite quelqu'un pour témoigner de sa valeur. » Le shérif protesta, mais Eleanor insista. « Vous le gardez en cage depuis 3 semaines sans procès ni preuve. Là d'où je viens, ce n'est pas la justice. » La foule s'agita, mais Eleanor, déterminée, sortit des papiers légaux de son sac et affirma son droit de se marier. Le juge O'Brien, âgé et attentif, intervint. « Vous voulez épouser cet homme sans rien savoir d'autre que la peur et les rumeurs. »« Oui, » répondit-elle. L'homme leva les mains enchaînées, inclinant la tête pour accepter. « Il consent, » déclara le juge. Le shérif ouvrit la cage et Eleanor, tenant son anneau, prononça ses vœux. L'homme, Jacob Stone désormais, suivit à distance, incertain de cette liberté. Ensemble, ils quittèrent Fowridge, laissant derrière eux la poussière, les cages et la cruauté, marchant dans l'inconnu avec pour seule richesse l'espoir et la détermination. Dans l'obscurité naissante, Eleanor s'arrêta sous des genévriers, préparant un campement, tandis que Jacob, encore méfiant, rassemblait du bois avec soin.
Leurs pas et les chaînes résonnaient doucement dans la nuit, mais ils étaient libres et c'était là l'essentiel. Il avait trouvé 2 pierres adaptées et les frappa ensemble avec ses mains enchaînées, envoyant des étincelles dans un petit nid d'herbe sèche qu'il avait préparé. Cela lui prit plusieurs essais, les chaînes limitant ses mouvements, mais bientôt une petite flamme prit et grandit. « Tu as déjà fait ça », observa Eleanor. Il leva les yeux vers elle, puis retourna à la flamme grandissante, l'alimentant avec soin jusqu'à ce que la chaleur repousse le froid du désert. Eleanor sortit ce qu'elle avait, une couverture, quelques biscuits durs et de la viande séchée, une gourde cabossée à moitié pleine d'eau. Elle disposa ses provisions entre eux, comme une offrande. Jacob examina les maigres ressources, puis se leva et disparut dans l'obscurité sans un bruit, malgré ses chaînes. La peur effleura Eleanor. Avait-il fui? Les habitants avaient-ils raison sur sa nature sauvage? Mais avant que la panique ne s'installe, il revint, tenant quelque chose dans ses mains. Il s'agenouilla près du feu et lui montra des fruits de figue de Barbarie, soigneusement récoltés malgré les épines. Avec une pierre plate, il gratta les piquants avec des gestes précis, puis lui tendit le fruit nettoyé. Eleanor mordit prudemment, découvrant une douceur bienvenue après des heures de voyage poussiéreux. « Merci », dit-elle. Il acquiesça et prépara d'autres fruits, ses gestes économes et concentrés. Elle remarqua la manière dont il manipulait les épines avec patience, comme quelqu'un qui savait contourner les obstacles. Ils mangèrent en silence, partageant les biscuits, la viande et les fruits pour dessert. Jacob prit de petites portions, jusqu'à ce qu'Eleanor lui en pousse davantage. Même alors, il mangea lentement, comme pour se souvenir comment faire. Lorsque le repas fut terminé, Eleanor sortit sa trousse à couture. « Tes vêtements tombent en lambeaux, » dit-elle. « Je ne suis pas une grande couturière, mais je peux au moins raccommoder les déchirures les plus importantes. » Jacob regarda son état, comme s'il le découvrait pour la première fois. Il pinça sa chemise, trouva une déchirure qui laissait voir son flanc, et un semblant de gêne traversa ses traits. « Puis-je » Eleanor leva l'aiguille et le fil. Il hésita, puis s'approcha du feu pour lui donner accès au tissu déchiré. Elle travailla avec soin, consciente de sa tension et de la façon dont il se tenait parfaitement immobile. À travers les déchirures, elle aperçut de vieilles cicatrices sur ses côtes, certaines semblables à des griffures, d'autres pouvant provenir de couteaux ou de balles. « Tu as survécu à beaucoup de choses, » murmura-t-elle. Ses épaules bougèrent en signe d'acquiescement. En cousant, Eleanor se mit à parler, en partie pour combler le silence, en partie parce que la lumière du feu et l'obscurité rendaient la confidence plus facile. « Mon premier mari s'appelait James. C'était un homme bon. Trop doux pour les hommes qui convoitaient nos terres. Son aiguille fit une pause. Ils l'ont abattu dans le dos alors qu'il labourait. On a prétendu que c'était un accident de chasse, mais la balle venait d'un fusil Spencer, et tout le monde savait qu'un seul homme dans le comté en possédait un. » Jacob tourna légèrement la tête pour écouter. La loi n'avait rien fait, disant qu'il n'y avait pas assez de preuves. L'homme qui avait tué James assistait à l'église chaque dimanche après cela, souriant comme s'il lui avait rendu service. Elle reprit sa couture, ses poings précis et serrés. « J'ai vendu la ferme à moitié prix. Que pouvais-je faire? Veuve seule, sans famille, voisin qui détournait le regard. » Elle termina la déchirure la plus grave et passa à une autre. C'est alors que j'ai répondu à l'annonce de Samuel Morrison. Il promettait un nouveau départ, un endroit où le passé n'avait pas d'importance. Elle rit amèrement. Mais j'ai trouvé une autre ville pleine de gens effrayés, prêts à juger un homme sans connaître la vérité. Jacob bougea, et elle réalisa qu'il la regardait pour la première fois depuis qu'ils avaient installé le camp. À la lumière du feu, ses yeux gris reflétaient une compréhension naissante. « Je sais que tu as une histoire, toi aussi, » dit Eleanor. « Quand tu seras prête, si tu le es un jour, je t'écouterai. Mais je ne forcerai rien. Nous avons tous deux assez souffert des exigences des autres. » Elle acheva la dernière réparation dans la lumière faible et noua le fil. « Voilà, ce n'est pas joli, mais ça tiendra. » Jacob examina son travail, passant un doigt sur les poinnettes, puis fit quelque chose qui la surprit. Il tendit la main vers son sac de voyage, indiquant qu'il voulait continuer. Elle acquiesça et le lui tendit. Avec la même attention qu'il avait portée au feu, il inspecta la poignée détachée et commença à réparer le cuir avec ses dents et ses mains liées. « Tu connais le travail du cuir » demanda Eleanor. «
Il acquiesça légèrement. Elle comprit qu'il avait travaillé le métal et les chevaux. Un artisan accompli, capable de créer avec patience et habileté. Le repas terminé, le feu bas, Éléanore sortit sa couverture usée. « On partagera », décida Théel. Jacob secoua la tête puis montra le sol et lui-même. Il voulait dormir à sa manière pour ne pas se blesser. Elle étendit la couverture, laissant juste assez de place pour deux. Après un long moment, il s'approcha et s'allongea sur le bord, le dos tourné vers elle. Les chaînes tintaient doucement tandis qu'il s'ajustait. Sans réfléchir, Éléanore posa la main sur son épaule. Il sursauta si violemment que la couverture faillit tomber. « Désolé », murmura-t-elle. Il resta immobile, respirant prudemment, puis se détendit légèrement, reconnaissant le contact. « Demain, nous trouverons un moyen d'enlever ces chaînes », promit-elle. Dans la nuit du désert, ils restèrent silencieux, partageant la chaleur, observant les étoiles et écoutant le hurlement des coyotes. Eleanor réfléchissait au matin et à la route incertaine à venir. Elle avait épousé un homme qui ne parlait pas, portant à la fois violence et douceur, capable de préparer un feu avec soin et de partager la nourriture avec patience. Jacob, chuchota Théel. « Je n'attends rien de ce mariage, sauf ce que nous choisissons d'en faire. » Il répondit par de petits gestes, promettant de respecter ce lien. Le feu brûla jusqu'aux braises et les étoiles tournèrent au-dessus d'eux. Dans la vaste nuit du Colorado, deux âmes brisées commencèrent lentement à apprendre à faire confiance à nouveau. À l'aube, Éléanore se réveilla avec la couverture soigneusement repliée autour d'elle et Jacob disparut. La panique la saisit un instant. Mais il était là, près des restes du feu, utilisant une pierre pour ouvrir les serrures des chaînes. Les marques dans le métal témoignaient d'heures de travail. « Laisse-moi aider », dit-elle. Il secoua la tête, concentré sur son effort. Les bracelets avaient blessé ses poignets, des taches de sang traversant la poussière. Éléanore nettoya les blessures et appliqua un baume avec précaution. Il resta immobile, laissant transparaître la tension et les cicatrices d'une vie de travail manuel. Quand les chaînes furent enfin ouvertes, Jacob frotta ses poignets, brisa le métal en morceaux et jeta les restes dans un ravin. Un souffle de soulagement et de rage ancienne traversa son visage. Il prit la main d'Éléanore un instant, un geste de gratitude, avant de commencer à rassembler leurs affaires. Libéré, il marchait avec assurance, aidant Éléanore dans le terrain difficile. Il improvisa des protections pour ses pieds endoloris avec de l'écorce de peuplier, rendant la marche plus supportable. Ils atteignirent enfin la vallée promise par Samuel Morrison, mais la cabane espérée n'existait pas. Jacob montra un abri rudimentaire en construction, puis expliqua, par geste, qu'ils pourraient le terminer ensemble. Avec des matériaux naturels et ses compétences, il leur offrait un nouveau départ. Éléanore sentit les larmes monter. Après tant de pertes et de déceptions, cet homme silencieux leur permettait de construire enfin ce que les promesses brisées n'avaient pas pu offrir. Pourtant, le souvenir des tragédies passées le hantait. Il montra par des gestes qu'il avait perdu sa famille, tué par des bandits ou des malheurs, et que la ville avait tenté de le punir pour sa différence. Éléanore murmura « Tu les as perdus, mais tu as survécu ». Jacob montra qu'il avait défendu sa vie contre Tom Garrett, se protégeant par instinct. Éléanore le rassura « Ce n'est plus le même homme et je ne suis pas celle que tu as perdue. Nous sommes différents, marqués par nos pertes, mais non définis par elles. » Avec le bâton pour tracer ses plans, sa main était plus stable. Il ajouta à son esquisse précédente des améliorations pratiques. Rien de superflu, juste un toit solide, une porte convenable et une cheminée pour la chaleur. Éléanore l'observait travailler, voyant comment la construction lui apportait à la fois paix et douleur. « Nous irons doucement », promit-elle. Pas de précipitation, pas de pression, juste transformer ce qui est brisé en quelque chose d'utile. Il s'arrêta dans son dessin pour la regarder, et elle se demanda s'il avait perçu le double sens de ses mots. Puis il hocha la tête et retourna à ses plans, la regardant parfois comme pour demander son avis. Alors que le soleil descendait vers les sommets de l'ouest, ils travaillèrent ensemble pour dégager suffisamment l'abri afin d'y passer la nuit. Jacob lui montra quelle pierre conviendrait pour un cercle de feu et quel bois brûlerait le plus proprement. Éléanore rassembla des aiguilles de pin pour la literie et lissa le sol de terre. À la tombée de la nuit, un feu crépitait déjà dans ce qui serait un jour une vraie cheminée. Les murs à moitié construits offraient un abri contre le vent, et les étoiles apparaissaient à travers les interstices du toit, comme des promesses de ce qui pouvait être.
Jacob prit un morceau de charbon de leur feu et dessina sur une pierre plate. Cette fois, pas de plan de construction, mais quelque chose de plus délicat. Lorsqu'il eut terminé, il le lui tendit. C'était un dessin simple mais réalisé avec un talent surprenant. Le profil d'une femme qui pourrait être Éléanore elle-même, regardant non pas vers le passé mais vers l'espace vide, attendant d'être rempli. « Merci », dit-elle, touchée par le cadeau. Il pointa d'abord vers elle, puis vers lui, puis vers l'abri autour d'eux. Puis il fit quelque chose qui la surprit. Il prononça un mot, rugueux par manque d'usage, à peine plus qu'un murmure. « Maison ». La question implicite brisa son cœur et le répara en même temps. « Oui », répondit Éléanore avec fermeté. « Maison ». Ils travaillaient sur l'abri depuis 3 semaines lorsque le besoin de provisions les força à envisager l'inévitable, un voyage jusqu'à la ville la plus proche. Cedar Falls se trouvait à une journée de cheval vers le nord. Même si cela signifiait risquer d'être reconnus et jugés, ils avaient besoin d'outils, de clous et de vivres que la nature ne pouvait leur fournir. Jacob avait échangé son travail contre un vieux mulet avec un colporteur de passage. L'homme avait été méfiant au début, mais l'habileté de Jacob à réparer sa roue cassée l'avait convaincu. Maintenant, ils avaient un moyen de transport, bien que le mulet fût aussi obstiné que robuste. Le matin de leur départ, Éléanore remarqua la tension croissante de Jacob. Il vérifia et revérifia leurs provisions, ajusta la longe du mulet à maintes reprises et scruta l'horizon comme s'il attendait un danger. « Nous n'avons pas besoin d'y aller, » dit Éléanore doucement. « Nous pouvons nous débrouiller avec ce que nous avons. » Il secoua la tête et désigna la liste qu'elle avait préparée, des articles essentiels pour survivre à l'hiver. Barre d'eau pour le toit, scie, farine, sel, ce sont des nécessités, pas des luxes. Le sentier vers Cedar Falls serpentait dans un canyon étroit, les murs de roches rouges se dressant de chaque côté. Jacob marchait devant, guidant le mulet pendant qu'Éléanore montait dessus. Elle avait protesté, mais il avait insisté, ses gestes expliquant que si une fuite était nécessaire, elle se déplacerait plus vite à cheval. À mi-chemin du canyon, le mulet plaqua ses oreilles contre sa tête et Jacob s'immobilisa. Puis Éléanore entendit elle aussi, des chevaux approchant rapidement par derrière. Jacob guida rapidement le mulet vers un endroit plus large et se plaça entre Éléanore et les cavaliers. Sa main se porta vers le couteau à sa ceinture, leur seule arme. 3 cavaliers surgirent du virage, en sueur. Éléanore reconnut le chef, Marcus Garrett, frère de l'homme que Jacob avait tué en légitime défense. Les 2 autres hommes s'écartèrent pour bloquer toute fuite. Éléanore, la voix calme, dit « Nous ne voulons pas d'ennui. Nous allons juste en ville pour des provisions. » Garrett ricana, sans aucune trace d'humour. « Vous pensez pouvoir entrer en ville comme si rien ne s'était passé? Comme si le sang de mon frère ne réclamait pas justice ?» Jacob avança légèrement pour se placer entre Éléanore et les cavaliers, protecteur mais non agressif. « C'était légitime défense, » dit Éléanore. « Votre frère l'a attaqué le premier. » Garrett, méfiant, fit un pas vers son arme. Éléanore descendit du mulet et se rapprocha de Jacob. « Je suis à lui. Son combat est le mien. » Le silence se fit pesant, mais l'un des compagnons de Garrett intervint. « Marcus, peut-être devrions-nous écouter Dal. » Jacob, silencieux, sortit doucement un petit objet. Un jouet d'enfant, un cheval sculpté usé par les mains. Le message était clair. Il avait aussi perdu sa famille, il comprenait le chagrin. Garrett sembla hésiter. Éléanore s'avança. « Tuer ne ramènera pas votre frère. Cela ne ferait qu'ajouter du sang au sang. » La tension retomba progressivement. Jacob dessina dans la poussière 2 figures et un geste de pardon, sans se soumettre mais en exprimant son chagrin nécessaire. Garrett baissa son arme et les laissa partir. De retour à Cedar Falls, les habitants les observaient avec curiosité plutôt qu'hostilité. Au magasin général, Henderson les accueillit poliment et Jacob put montrer son savoir-faire. Il répara même la canne cassée d'un vieil homme avec une aisance qui impressionna la foule. Éléanore et Jacob continuèrent leur chemin, apportant leurs provisions et changeant peu à peu l'opinion des habitants. À la cabane, leur abri à moitié construit devenait un foyer solide, avec des outils, du mobilier et des objets réparés grâce à Jacob. L'hiver arriva, couvrant la vallée de neige, mais à l'intérieur, le feu crépitait et le pain levait sur la table. Ils étaient 2 cœurs blessés construisant ensemble une vie nouvelle. Un jour, un médecin arriva avec une femme enceinte en détresse.
Éléanore et Jacob se mobilisèrent pour l'accueillir, préparer l'accouchement et assister la jeune mère. Chaque geste de Jacob, silencieux mais précis, montrait son courage et sa compétence. À travers ses actions, il communiquait plus que des mots ne pourraient jamais le faire. Les habitants apprenaient peu à peu à voir l'homme derrière la légende du sauvage, et Éléanore et Jacob, partenaires et protecteurs l'un de l'autre, continuaient de bâtir leur maison et leur vie, jour après jour, avec patience, force et tendresse. Éléanore avait assisté à des naissances auparavant. C'était attendu des femmes dans les petites communautés, mais jamais chez elle, jamais avec la vie de quelqu'un d'autre entre ses mains. Elle suivait attentivement les instructions du docteur Morrison, tandis que Jacob entretenait le feu et fournissait tout ce qui était nécessaire. Sarah Winters se révéla plus forte qu'elle n'en avait l'air. Entre les contractions, elle parla de la ferme qu'elle et son mari tentaient d'établir plus haut sur la montagne. « Nous pensions avoir plus de temps, dit-elle. Le bébé n'était prévu que dans un mois. Les bébés suivent leur propre rythme, répondit gentiment le docteur Morrison. Jacob s'était retiré dans un coin, mais Éléanore remarqua qu'il regardait avec une intensité qui dépassait la simple inquiétude. Sa main trouvait le cheval sculpté sur sa poitrine, et elle comprit qu'il avait déjà traversé une expérience semblable. Différentes circonstances, certes, mais il avait attendu qu'une femme accouche, espérant une naissance sans danger. Comme s'il avait senti son trouble, Sarah le regarda entre deux contractions. « Je suis contente que vous soyez là, » dit-elle simplement. « Tous les deux. J'avais tellement peur seule sur cette route. » Jacob hocha la tête, à la surprise d'Éléanore, parla. « Vous êtes en sécurité maintenant. » Ces mots étaient rugueux mais clairs, et Sarah sourit malgré la douleur. « Mon mari sera tellement reconnaissant. » Elle raconta les malheurs qu'ils avaient déjà traversés. La perte de leur première maison dans un incendie, leurs économies dans une banque qui avait fait faillite. Ce bébé est notre espoir de repartir à zéro. Éléanore vit Jacob grimacer à la mention du feu, mais il s'avança et, avec des gestes prudents, demanda s'il pouvait aider. Le docteur Morrison acquiesça, et Jacob prit place pour soutenir les épaules de Sarah pendant les contractions les plus difficiles. « C'est bien », encouragea le médecin. « Plus très longtemps. » La tempête prévue par le docteur Morrison éclata avec toute sa force. Le vent hurlait autour des murs de la cabine, mais à l'intérieur, seul régnait le rythme ancien de la naissance, la lumière de la lampe et le travail concentré pour amener une nouvelle vie au monde en toute sécurité. Quand le bébé arriva enfin, une fille en bonne santé avec de forts poumons et les cheveux foncés de sa mère, Éléanore sentit des larmes couler sur ses joues. Elle croisa le regard de Jacob, dont le visage exprimait l'émerveillement et une ancienne peine mêlée. « Elle est parfaite, » murmura Sarah en berçant sa fille. « Oh, elle est parfaite, » confirma le docteur Morrison en nettoyant ses instruments avec satisfaction. « Mère et enfant se portent bien. Vous avez une battante là, Madame Winters. » La porte s'ouvrit brusquement, laissant entrer un tourbillon de neige et un homme paniqué. « Sarah, je suis désolé, je n'ai pas pu. » Il s'arrêta, voyant sa femme tenir leur bébé et s'effondra presque de soulagement. « Tom, viens rencontrer ta fille, » dit Sarah, rayonnante malgré l'épuisement. Tom Winters traversa la pièce en deux enjambées et s'agenouilla près du lit. « Je pensais vous avoir perdu. La tempête est arrivée si vite. »« Chut !» le rassura Sarah. « Nous allons bien. Ces bonnes personnes ont pris soin de nous. » Tom leva les yeux vers Éléanore et Jacob, les larmes aux yeux. « Je ne sais pas comment vous remercier. Nous avons si peu, mais... » « Vous ne nous devez rien, » dit fermement Éléanore. « Les voisins cèdent entre eux. C'est comme ça ici. » Le docteur Morrison objecta. « Non, ces deux-là ont transformé leur maison en salle d'accouchement et m'ont assisté admirablement. Au minimum, Monsieur Winters, vous devez savoir que Monsieur Stone ici est le meilleur artisan du territoire. Si vous avez besoin de quoi que ce soit construit ou réparé. » Tom observa Jacob avec intérêt. « Vous êtes celui dont j'ai entendu parler au magasin Henderson. J'ai entendu dire que vous faites du bon travail. » Il fit une pause. « Je suis moi-même un charpentier compétent. Si vous avez besoin d'un coup de main. » Jacob hocha la tête, et Éléanore vit une étincelle de possibilités entre les deux hommes, le début d'un partenariat capable de bâtir des communautés dans des lieux difficiles. La famille Winters resta dans la cabane pendant 3 jours, jusqu'à ce que la tempête passe et que Sarah soit assez forte pour voyager. Pendant ce temps, la petite cabane se remplit d'une vie qu'elle n'avait jamais connue.
Tom se montra bavard, remplissant le silence de Jacob avec des discussions sur des plans de construction et des rêves pour l'avenir. Sarah voulut aider Eleanor à cuisiner malgré sa faiblesse, et le bébé, nommé Hope, apporta une légèreté nouvelle à la maison. Une nuit, Eleanor se réveilla et remarqua que le lit de Jacob était vide. Elle le trouva assis près du feu mourant, tenant le bébé endormi dans ses bras. Sarah lui avait demandé de bercer Hope pendant qu'elle se reposait, et il était resté là pendant des heures, craignant de la réveiller. « Elle te fait confiance », murmura Eleanor en s'asseyant à côté de lui. Jacob regarda l'enfant endormi et parla d'une voix plus assurée qu'elle ne l'avait entendu depuis des mois. « J'avais oublié comme ils sont légers, parfaits. » Il parla ensuite de ses propres enfants, Marie et David, et de la douleur qu'il avait vécue avec la perte de sa famille. Eleanor l'écouta en silence, comprenant que ce silence avait été sa façon de survivre à des pertes trop lourdes. Ils partagèrent ce moment, veillant sur Hope, nouvelle vie portée par des bras qui se souvenaient de la perte. Quand la famille Winters quitta la cabane, celle-ci parut soudain trop calme, mais quelque chose avait changé. Jacob parlait plus souvent, lentement mais avec intention. Il montra ensuite à Eleanor le berceau qu'il avait construit en secret, un chef-d'œuvre en bois avec des roses sculptées et des glisseurs lisses. « Je l'ai commencé il y a des semaines », dit-il simplement. « Je ne savais pas pourquoi. Je devais juste construire quelque chose de beau à nouveau. » Eleanor comprit alors que ce n'était pas seulement un meuble, c'était l'espoir sculpté dans le bois, un symbole de vie et de reconstruction. Leur relation grandit doucement. Ensemble, ils bâtirent un foyer, trouvèrent un amour basé sur la confiance, la patience et le respect. Leur vie devint un mélange de routine et de tendresse, de travail partagé et de rêves communs. La cabane devint un lieu de chaleur, de lumière et d'amour, non pas une passion effervescente de jeunesse, mais une flamme stable de deux cœurs qui avaient appris à faire confiance de nouveau. Eleanor et Jacob trouvèrent finalement la paix, construisant non seulement leur maison mais leur vie, prouvant que même dans les conditions les plus difficiles, l'amour peut croître et que les cœurs brisés peuvent bâtir les foyers les plus solides. Le berceau qu'il avait fabriqué attendait patiemment les bénédictions du temps, symbole de ce que l'on peut créer malgré les pertes et les épreuves. Les semaines passèrent, et le printemps transforma la vallée. La neige fondait, laissant place à des prairies verdoyantes et aux fleurs sauvages qui parsemaient les collines. Eleanor observait Jacob travailler dans l'atelier, ses mains habiles façonnant le bois avec la même détermination que lorsqu'il avait réparé les outils pour les fermiers du coin. Tom Winters, toujours enthousiaste, lui apportait des matériaux et discutait des plans pour de nouvelles constructions. Ensemble, ils formaient un duo complémentaire, l'un avec la force et l'expérience, l'autre avec l'ingéniosité et la vision. Eleanor passa ses journées à préparer la maison, planter le potager et prendre soin de Hope, tandis que Jacob veillait à ce que tout soit solide et fonctionnel. Chaque geste était devenu un rituel, chaque moment partagé renforçait le lien entre eux. Leur rire résonnait à travers la vallée, et même le vent semblait se mêler à leur complicité. Un matin, Eleanor trouva Jacob assis sur le porche, le regard perdu vers les montagnes. Elle s'approcha et posa sa main sur la sienne. « Tu penses encore à eux, n'est-ce pas ?» demanda-t-elle doucement. Il hocha la tête, silencieux un instant, puis répondit « Toujours. Mais ici, avec toi, je sens que je peux enfin respirer, que je peux reconstruire ce que j'ai perdu. » Eleanor comprit que le poids du passé s'allégeait peu à peu, remplacé par la chaleur du présent et l'espoir de l'avenir. Hope grandissait rapidement, et chaque sourire de l'enfant était un rappel des miracles simples de la vie. Les soirées se déroulaient souvent autour du feu, Jacob racontant des histoires de son enfance ou des légendes des montagnes, tandis qu'Eleanor tissait et préparait des repas, écoutant et souriant. Leur maison n'était pas seulement un abri, c'était devenu un foyer rempli d'amour, de sécurité et de projets communs. Un après-midi, Sarah Winters revint avec une corbeille de fruits et quelques nouvelles de la communauté. Elle et Eleanor s'assirent sur le porche, échangeant confidences et conseils sur la maternité, les fermes et la vie dans ces contrées sauvages. « Je n'aurais jamais pensé trouver autant de paix après ce que nous avons traversé, » murmura Eleanor. « La vie a une manière étrange de réparer ce qu'elle peut, » répondit Sarah en souriant. Jacob, observant de loin, sentit une profonde gratitude. Il avait perdu temps, mais ici, il avait trouvé une chance de recommencer. La vallée, les voisins, Eleanor et Hope formaient un cercle protecteur qui lui permettait d'espérer à nouveau. Et même si le passé pouvait ressurgir à tout moment, il savait maintenant que la force de l'amour, du travail et de la confiance pouvait surmonter bien des épreuves.
Le soir venu, le feu crépitait dans la cheminée, éclairant les visages d'Éléanore et Jacob. Hope dormait paisiblement dans son berceau, symbole vivant de ce qu'ils avaient construit ensemble. Les étoiles brillaient au-dessus de la cabane, et pour la première fois depuis longtemps, l'avenir semblait prometteur, lumineux et plein de possibilités. Dans ce calme retrouvé, Éléanore murmura « Merci pour tout, Jacob, pour ta patience, ton courage, et pour nous avoir donné une maison, une famille, un avenir. » Jacob serra sa main et répondit doucement « Nous l'avons construit ensemble, Éléanore. C'est notre vie. Et elle ne fait que commencer. » Et ainsi, dans le silence des montagnes, au milieu des vents et des fleurs sauvages, deux âmes blessées avaient trouvé la paix, l'amour et l'espoir. Leurs mains, leur cœur et leur vie s'étaient entrelacés pour créer quelque chose de durable, prouvant que même dans les endroits les plus isolés et les plus rudes, l'amour pouvait croître et prospérer. Não tá aparecendo que eu me renovei, sabe? Como que não, Nogal? Ela ainda não Não, sou porque Gagal, assim- né? Tá com Por joguinha? quê? Hã? Ela que não tá bem. Tu tá boa, pô. Tá de boa, pô. Não, ela já tá bem já também, não, mas assim, não Mas tá a aparecendo que eu me Fusubia é renovei. irmã dela, Assim, não é a não? minha renovação da vida, assim, era tipo assim, acabou essa fase, entendeu? De, Ai. de pegar todo mundo. Mas aí não esquece, entendeu? O que a gente faz no passado. Como é que já acabou? também, Se ninguém semana esquece, passada tu tava com a roupa do ninguém Gabi. esquece, E ninguém antes esquece dessa tu essa tava com o porra. Nick Link. Entendeu? Como é que Ninguém acabou, esquece. filha? Eu não estou Tá beijando o bom. Gabi, eu não estou beijando o Nick Link, eu não estou beijando ninguém. Você não está tá? beijando o Gabi por incompetência sua, já te falei. Precisava. Ainda. Precisava. E você tem que parar de precisava. beijar o Araldo. Olha isso, falaram até que eu beijei o Araldo. É. Ela beijou Não, sim. É papo de guivar, amiga. É, né? Mano, Ah. Entendi. Aí disso aí gerou uma entidade nova. Legal. Sim. Ema, me boa. puxa! Me puxa, O orçamento tá tão ruim gente, me leva daqui. que teve energia suficiente. Exatamente, pra viu pessoa. só? Entendi. Tá forte, tá forte. O orçamento mais tranquilo aqui da Tinha cidade. uma foto de 2 gatos. Era meus gatos. Coisa boa, né? Mas fica na paz que ela já tá melhorzinha, já acabou Tá esse relacionamento e tá tudo certo. Que coisa Isso boa. que importa no fim das contas. Né? Meu irmão, Agentes e cápsulas. esse menino, a falta do ensino médio faz pra esse menino é brincadeira, velho. Já tá vendo, você tem várias coisas no seu corpo, né? Tenho. Isso é o quê? Braço, perna. Então, basicamente, vamos dizer que é tipo basicamente uma reconstrução corporal de alta tecnologia, nanofabricável, para poder trazer mobilidade motora para o melhor funcionamento do meu corpo. Basicamente um braço. E uma perna. esse coração aí? Ah, não, isso é um cintinho fofinho. Ah, é amor, ele Esse tá buscando deixa- amor no cinto. normal? Gente, valeu, viu? Valeu, falou pra vocês. Valeu, tá bom? liberado, viu? Tem que ser aqui. Tchau. Coisa importante é Vai sair da casa passar dela? bem, viu? Passar bem. Não vai beijar o Araldo. Sem Araldo pra você, Nogal. Tá, isso é bom? Isso não faz mal pra você? Pô, nunca fez. Começar a fazer ruim, eu penso em tirar, entendeu? Nunca fez mal pra mim, Entendi. não, nunca fez mal pra mim, Tá não. estiloso até. Não, obrigado. Pô, fico feliz também. Você também é muito estilosa. Obrigada. Ela é.